Donc ici, on va parler de la cinématique différentielle inverse d'un robot. Donc dans l'autre capsule, on a vu la cinématique différentielle qui était, en gros, connaissant la vitesse des joints d'un robot. Donc par exemple, que le joint 1, il y a une certaine vitesse angulaire, le joint 2, il y a une certaine vitesse angulaire. On fait fois la matrice jacobienne qui dépend de la configuration donnée du robot, donc la position des angles ici, pour déterminer un vecteur R' ici qui correspond dans le fond à un vecteur vitesse du robot. Donc, cinématique différentielle inverse, c'est dans le fond, on va chercher à faire l'inverse. On va essayer de calculer une vitesse des joints donnés comme une fonction d'un vecteur vitesse qu'on veut pour l'outil du robot. Donc, si J, c'est une matrice carrée, c'est une opération relativement simple, on fait juste inverser la matrice ici, puis on obtient notre relation de cinématique différentielle inverse. Mais la matrice J n'est pas tout le temps carrée, c'est une des complexités qui peut arriver. Donc ici, c'est quoi les dimensions des vecteurs ici? R, ça c'est un vecteur colonne de dimension m par 1, où m, c'est le nombre de coordonnées de l'effecteur du robot. La matrice J est m par n, le vecteur Q est n par 1, puis n, c'est le nombre de degrés de liberté du robot. Donc typiquement, c'est le nombre de joints du système robotique ici. Donc ici, on a un système robotique que j'ai deux joints, puis supposons qu'on s'intéresse juste à la position de l'outil, pas son orientation. Je veux juste avoir deux coordonnées x, y. Donc j'ai m égale 2, n égale 2, la matrice jacobienne serait carrée. D'ailleurs, on a calculé cette matrice-là dans l'autre capsule. Si on la réécrit ici, on avait calculé que c'était moins L1 ici. Moins L1 S1 plus L2 S12 plus L2 S12. Il y a un moins ici. Ici, on avait L1 cos de 1 plus L2 cos 1, 2. Ici, on avait L2 cos 1, 2, comme ça. Donc ça, c'était la matrice jacobienne qu'on a calculée dans l'autre capsule. Vous pouvez retourner voir l'autre capsule pour retrouver comment on avait calculé ça. Donc ici, on serait dans le cas que c'est possible d'inverser la matrice parce que n est égal à m. Mais attention, ça va être possible. Il faut une condition supplémentaire pour qu'on trouve une solution à cette équation-là. C'est qu'il faut que la matrice J soit inversible. Donc ça veut dire, en termes mathématiques, il faut que le déterminant de J soit pas égal à 0. Si le déterminant de J est égal à 0, il n'y a pas de solution. Puis c'est ce qu'on appelle en robotique être sur une singularité. Donc ça veut dire quoi être sur une singularité? Est-ce que c'est juste on peut l'interpréter mathématiquement comme c'est un point où ma matrice J est singulière, donc son déterminant est 0. Mais ce qui est intéressant en robotique, c'est que tout peut bien se visualiser graphiquement. Donc si on calcule le déterminant de cette matrice-là, on va être capable de trouver c'est quoi les points qui correspondent à une singularité. Donc ici, si je prends le déterminant de J, j'ai ce terme-là fois ce terme-là, donc ça va me donner L2, L1 fois un moins, sin de 1, cos 1, 2, plus lui fois lui, ça me donne encore un moins,
L2 carré, S1, 2, C1, 2. Ici, je multiplie les deux autres termes ensemble, ça me revient un plus. L1, L2, sin 1, 2, fois cos de 1, plus L2 à la 2, sin 1, 2, cos 1, 2. Donc ça, j'ai une expression qui me donne le déterminant de ma matrice qui dépend des angles. Donc on va essayer de jouer avec cette équation-là pour trouver c'est quel angle, quelle configuration du robot me donne une singularité. Donc premièrement, on voit ici que ça, ces deux termes-là s'annulent. Donc mon déterminant, il me reste juste un terme, L1, L2, et dans le fond, S1, S1, 2, j'ai un moins ici, plus S1, 2, C1. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça se ramène dans le fond juste sin de l'angle 2. Donc c'est quoi les points où, où mon robot, ça va être égal à 0. C'est quoi les angles dans le fond du robot qui vont faire que le sin de θ2 ou Q2 ici est égal à 0? Ben ça va arriver quand Q2 est égal à, il y a plusieurs possibilités, soit Q2 est nul, soit Q2 est un facteur de plus ou moins n de 180 degrés. Donc, on peut maintenant visualiser ça avec ce robot-là ici. Donc, on voit que la singularité, elle ne dépend pas du premier angle. Donc, l'angle, mettons, je dis mon bras comme tel, ça peut être n'importe quel angle, mais qu'est-ce que ça dit? C'est que l'angle 2, c'est dans le fond cet angle-là, lui, quand il est à 0, donc quand mon coude est complètement déplié, là, on est sur une singularité. Donc, c'est quand mon robot est complètement étiré, ou bien, une autre situation, on est sur une singularité, c'est plus ou moins 180, donc si je replie mon bras complètement sur lui-même comme ça. Une matrice est singulière quand ses colonnes sont parallèles. Donc, c'est ça qu'on remarque ici. Si je tourne le premier joint ici, je crée un effet comme ça. Tandis que si je tourne le deuxième joint ici, je crée un déplacement dans la même direction. Donc, on voit ici que instantanément, le robot, pour lui, c'est impossible de se déplacer dans une certaine direction. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter géométriquement une singularité. C'est quand j'ai mon bras robotique, quand je suis dans certaines configurations, si j'ai une direction dans laquelle c'est impossible de me déplacer, je ne pourrais pas tout le temps trouver une solution à cette équation-là. Et donc, c'est ça, être sur une singularité. Donc, première particularité de la cinématique différentielle inverse, c'est la notion de singularité. Comme ça, c'est pas tout le temps possible de juste faire j à la moins 1, à cause que ma matrice peut être momentanément singulière. Donc ça, c'était pour le cas n égale à m, donc une matrice jacobienne carrée. Une autre situation, on peut se retrouver, typiquement, c'est quand n est plus grand que m. Donc, on va dire de cette situation-là que le robot est redondant. Donc, par exemple, si je rajoute mon petit robot ici, un autre joint comme ça, ici, j'ai encore juste xy comme mon espace de la tâche, qui est la coordonnée de l'affecteur, mais je vais rajouter une autre variable ici, qui est un troisième angle d'un joint. Donc ici, mon n est 3, puis mon m est 2. Donc on dit que mon robot est redondant, et ma matrice jacobienne elle devient rectangulaire. Donc, quand on a un robot redondant comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en fait, il y a plusieurs solutions possibles.
qui va souvent nous intéresser, c'est une solution en particulier. On peut s'intéresser à trouver une solution optimale. Puis là, souvent, on va utiliser une matrice pseudo-inverse qui nous donne la solution qui minimise la norme du vecteur Q comme ça. Donc, si je veux cette solution-là en particulier, je vais utiliser l'équation. Puis si J' est égal à J, on va noter dièse. Ça, c'est une matrice pseudo-inverse. Comme ça. Donc ça, on pourrait calculer cette matrice-là comme J fois J transpose à la moins 1 comme ça. Donc ça, c'est une façon d'inverser un système rectangulaire. C'est une matrice pseudo-inverse. Puis ça nous donne une solution en particulier, qui est celle qui minimise la norme de Q comme ça. Autre chose intéressante qu'on peut faire, c'est que quand j'ai plus de joints que de coordonnées, c'est que j'ai j'ai plusieurs options pour faire un certain mouvement, mais je peux aussi respecter mon équation de cinématique comme ça, tout en ayant comme des mouvements internes qui n'influencent pas l'effecteur. Donc par exemple, ici, mettons que je veux garder un point ici sur le tableau, je peux bouger mon bras comme ça, avec un certain mouvement, sans influencer l'effecteur. Donc ici, je disais, quand on a un robot redondant, on peut faire un certain mouvement de l'effecteur tout en ayant un mouvement interne qui ne dépend pas de ce que l'effecteur fait. Donc, en termes mathématiques, on peut rajouter un terme à cette équation-là. Ça, c'est la matrice identité moins J transpose comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une projection sur le... je fais une erreur ici. Ici, c'est J transpose J. Ça, c'est ce qu'on appelle une projection sur dans le space. Donc l'espace nul en français. Donc ça, c'est un terme ici qui va avoir aucune influence sur le mouvement en termes de l'outil. Donc ça influence aucunement l'espace de la tâche. Donc ça me permet d'accomplir un objectif secondaire. Donc par exemple, je pourrais ici avoir un objectif principal qui me spécifie une vitesse pour dessiner ici. Puis je pourrais avoir un objectif secondaire que je rentre dans ce vecteur-là ici pour dire, pendant que tu dessines, danse un peu comme ça, ou fais un mouvement qui n'influence pas l'effecteur. Donc ça peut être utile pour toutes sortes d'objectifs secondaires. Donc souvent on va utiliser cet aspect-là pour éloigner le robot. Donc si je m'enlignais pour dessiner puis être proche d'une singularité, donc approcher d'un endroit où je vais avoir un problème avec des directions que c'est impossible de bouger, on peut utiliser ça pour essayer d'éloigner le robot puis de garder le robot dans une configuration qui est plus manœuvrable. Donc en termes, dernière petite chose, c'est que je vais faire ici un petit exemple pour illustrer qu'un robot redondant, ça a plusieurs solutions. Donc si on prend le robot ici, dans cette configuration-là, on aurait la relation comme ça de cinématique différentielle qui relie les vitesses de mes joints avec une matrice que j'ai ici qui va être moins 2, 1. Donc si ici je bouge le premier joint, je recule de 2 puis je monte de 1 comme ça. Deuxième colonne, si je bouge le deuxième joint, je vais avoir moins 1, 0. Donc mon vecteur il me fait bouger en moins 1 comme ça. Puis troisième colonne, si je bouge le troisième joint, ça va être 0, 1 comme ça. Parce que quand je tourne comme ça, ça fait monter mon robot juste en Y comme ça. Donc supposons qu'on cherche une solution pour bouger notre outil
de 0, 1, comme ça. On peut trouver plusieurs solutions possibles. Donc, si je redessine grossièrement le robot ici, on veut bouger dans le fond le robot comme ça. Solution la plus simple, ici, solution A, ce serait juste d'utiliser joint 3 avec 0, 0, 1 comme mon vecteur de vitesse. Ça voudrait dire que je fais juste bouger le troisième joint pour obtenir la vitesse de l'effecteur que je veux. Mais on peut aussi s'imaginer une autre combinaison de vitesses. De vitesse comme ça, où je vais avoir une solution B ici, qui serait, je pourrais dire, je vais envoyer une de vitesse dans mon premier joint. Donc je vais déplacer le robot comme ça, en mettant 1 ici. Je tourne le premier joint comme ça. Mais pour compenser la vitesse que je crée en X, il faut que j'envoie moins 2 avec le deuxième joint, puis je laisse le troisième à 0 comme ça. Donc mon robot va se déplacer comme ça, pour un effet net qui est exactement le même que si j'aurais juste bougé le joint 3 comme ça. Et donc on pourrait aussi voir que une solution dans le null space, si je prends ça moins ça, ça va me donner une solution qui est 1, moins 2, moins 1. Ça serait le robot. Ça va m'amener à avoir un effet net qui est R' qui va être 0, 0. Ça c'est mon robot comme ça ici. Ça voudrait dire que mon robot s'est déplacé comme ça, mais j'ai tourné l'autre joint pour avoir un effet net nul sur le robot. Donc c'est ça un null space ici. Donc quand on a un robot redondant, c'est ça que ça permet. Il y a des mouvements internes qui peuvent avoir aucun effet net sur le mouvement de l'outil, ce qui fait que pour une vitesse désirée de l'outil, on a aussi plusieurs solutions possibles. Il faut faire attention. Même si on a un robot redondant et plusieurs solutions, on peut aussi se retrouver dans des situations où les colonnes vont être parallèles et on ne pourra pas inverser la matrice même si notre robot est redondant. Donc ce robot-là, même si j'ai 3 joints, si j'aligne les 3 joints, encore une fois, je vais me retrouver dans une situation avec une direction impossible comme ça. Donc les singularités, c'est un problème aussi pour les robots redondants.